La fille d'Alina est rentrée jeudi dernier. Son visage était rouge, ses yeux étaient bouffis, et ses poings serraient les bretelles de son sac à dos. Avant même qu'Alina ait pu dire bonjour, sa fille a tout laissé tomber à la porte et a couru directement dans sa chambre. Alina pouvait l'entendre sangloter depuis le couloir. Elle l'a suivie, s'est assise à côté d'elle sur le bord du lit, et lui a doucement demandé ce qui s'était passé. Sa fille ne voulait pas la regarder. Elle a juste secoué la tête et a tiré sa couverture sur son visage. Alina a attendu en silence. Finalement, sa fille a baissé la couverture et a murmuré quelque chose qu'Alina n'oublierait jamais. Elle a dit « Tu n'es personne », a murmuré sa fille. Au début, Alina n'a pas compris. « Qui a dit ça ?» a-t-elle demandé. « Ma maîtresse », a murmuré sa fille, à peine capable de sortir les mots. « Madame Petronko, elle a dit que je suis comme toi, une moins que rien. » C'était comme si la poitrine d'Alina s'effondrait. Elle a cligné des yeux et a essayé de rester calme. « Qu'est-ce qui se passait quand elle a dit ça ?» demanda-t-elle. Katarina la regarda, les yeux remplis de douleur. « J'ai raté mes répliques pendant le projet d'histoire. J'étais nerveuse et j'ai oublié quoi dire. Tout le monde me regardait, et elle a juste secoué la tête et l'a dit à voix basse, mais assez fort pour que les gens l'entendent. » Alina est restée assise en silence pendant une seconde, comme si son cerveau avait besoin de temps pour rattraper les mots. Katarina n'avait que 9 ans. Elle alliait encore ses peluches sur son oreiller chaque matin. Elle appelait encore Alina maman quand elle était fatiguée. Et cette enseignante, quelqu'un en qui Alina avait confiance pour protéger et encourager sa fille, a regardé Katarina à son moment le plus vulnérable et a décidé de la blesser encore plus en s'en prenant à sa mère. « Tu es comme ta mère, une moins que rien », avait dit l'enseignante. Katarina a dû rester là, devant ses camarades de classe, à entendre ça. Alina pouvait voir à quel point sa fille avait honte, comme si l'insulte avait une part de vérité, comme si être comme sa mère était quelque chose dont il fallait avoir honte. Alina a pris sa fille dans ses bras. Elle lui a dit que ce que sa maîtresse avait dit était faux et cruel, et qu'être comme elle n'était pas un défaut, c'était quelque chose dont elle devait être fière. Mais Alina le sentait au fond d'elle, Katarina avait déjà commencé à croire au mensonge. Alina n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas décroché le téléphone. Elle a attendu que Katarina s'endorme dans ses bras, puis elle s'est mise au travail. Alina n'était pas du genre à faire des scènes ou à élever la voix, mais elle ne laisserait pas les gens blesser sa fille. Elle ne laisserait pas les gens définir sa valeur ou celle de sa fille par une phrase négligente. Le lendemain matin, Alina est entrée dans l'école. Elle a demandé à parler avec le directeur et Madame Petronko était là aussi. Alina n'a pas argumenté. Elle n'a pas plaidé. Elle est restée silencieuse pendant qu'ils donnaient leurs explications répétées et leurs petits sourires polis. Puis elle a sorti un dossier de son sac et l'a fait glisser sur la table. « Ceci vient de mon avocat », dit-elle. La page 3 est l'enregistrement. La page 5 est votre licenciement. Leurs visages ont changé instantanément et à ce moment-là, Alina a réalisé quelque chose. Elle était peut-être invisible pour eux. Elle n'était peut-être qu'un nom sur un formulaire de contact ou la femme qui se présentait aux réunions de parents sans mari à ses côtés. Mais pour sa fille, elle n'était personne. Elle était la raison pour laquelle Katarina dormait paisiblement la nuit. C'était elle que Katarina cherchait en premier quand elle avait peur. Et elle était la femme qui brûlerait tout le système s'il faisait à nouveau sentir sa fille petite. On ne traitait pas Alina de personne. Pas devant sa fille. Jamais. Alina Kalina avait 34 ans et depuis 7 ans, il n'y avait qu'elle et sa fille Katarina. Elle vivait dans un petit appartement de 2 chambres à Portland. Ce n'était pas luxueux, mais c'était plein d'amour. Il y avait un canapé usé qu'elle refusait de remplacer, couvert de coussins dépareillés que Katarina avait choisis elle-même. Le réfrigérateur était couvert de notes dessinées à la main, de tests d'orthographe et de la liste de courses qu'elles oubliaient toujours de mettre à jour. La chambre de Katarina était un musée d'œuvres d'art au crayon et d'étoiles en papier de construction. Celle d'Alina était calme, principalement des livres et une odeur de thé à la menthe poivrée. Alina travaillait de chez elle comme chercheuse juridique pour une organisation à but non lucratif. Ça ne payait pas beaucoup, mais ça lui donnait la seule chose pour laquelle elle s'était toujours battue le plus fort, du temps avec sa fille. Après son divorce, Alina s'était promis de ne pas laisser Katarina grandir en se sentant comme une préoccupation secondaire. Son père, Yuri, avait déménagé à Seattle 1 an après leur séparation. Il appelait pour les vacances et se souvenait parfois des anniversaires.
Alina n'avait jamais rien dit de mal sur lui devant Katarina, mais sa fille était intelligente. Elle remarquait quand quelqu'un disparaissait. Katarina était la lumière de la vie d'Alina. Elle avait 9 ans, était drôle, vive et d'une curiosité sans fin. Elle ne supportait pas l'injustice, elle tenait ça de sa mère. Elle aimait lire, surtout les histoires avec des filles courageuses qui se défendaient. Quand elle avait 5 ans, elle a dit à Alina qu'elle voulait être à la fois vétérinaire et poète, et Alina lui a dit qu'elle pouvait être les deux, et cent autres choses aussi. Katarina allait à l'école primaire Willard, une école publique à environ 15 minutes de chez elle. C'était le genre d'endroit où certains enseignants se souciaient vraiment et d'autres attendaient simplement que le temps passe. Alina avait toujours espéré que Katarina tomberait entre de bonnes mains. Katarina était excitée pour l'événement d'histoire vivante de cette année. Chaque élève devait choisir un personnage historique et faire une courte présentation à la classe. Katarina a choisi Maya Angelou. Elles ont passé 2 week-ends à travailler sur son costume. Elle portait une simple robe noire, des lunettes et un carnet avec des citations qu'elle avait mémorisées. Elle répétait ses répliques tous les soirs avant de se coucher. « Je peux être changée par ce qui m'arrive, mais je refuse d'être réduite par cela. » C'est celle-là qu'elle répétait le plus. Elle disait que ça la faisait se sentir forte. Le matin de l'événement, Katarina sautillait dans la cuisine, trop nerveuse pour manger ses céréales. Alina l'a aidée à attacher ses cheveux et lui a rappelé de parler lentement, de regarder les gens dans les yeux et de respirer. Juste avant de partir, Katarina a regardé Alina et a dit « Tu penses que Maya Angelou m'aurait aimé ?» Alina s'est agenouillée, a ajusté le col de sa robe et a dit « Elle se serait vue en toi. » Katarina, a rayon. Elle a serré Alina fort dans ses bras, puis a dévalé les escaliers avec son sac à dos qui se balançait derrière elle. Alina a regardé par la fenêtre jusqu'à ce que sa fille tourne au coin de la rue. La maison était silencieuse après ça. Alina s'est fait un café, a ouvert son ordinateur portable et a essayé de se concentrer sur une analyse de contrat sur laquelle elle était en retard, mais elle n'arrêtait pas de regarder l'horloge. Elle imaginait Katarina debout devant la classe, agrippant nerveusement ses notes, se souvenant de chaque ligne qu'elle avait pratiquée. Vers 3 heures, Alina terminait un appel quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir avec fracas. Elle s'est retournée et a vu Katarina debout dans l'embrasure de la porte, les yeux rouges, les lèvres tremblantes. Elle n'a pas dit un mot. Elle a laissé tomber son sac à dos, est allée directement dans sa chambre et a claqué la porte. Alina s'est figée. Ce n'était pas le genre de sa fille. Katarina était émotive, bien sûr, mais elle parlait toujours à Alina. Toujours. Alina se dirigea vers sa chambre, frappa doucement et ouvrit la porte. Katarina était recroquevillée sur son lit, les épaules secouées, des sanglots étouffés s'échappant de sous son oreiller. C'est là que l'histoire a vraiment commencé. Pas avec ce qu'Alina a fait ensuite, mais avec la façon dont elle a tenu sa fille, comment elle a écouté, comment elle a demandé encore et encore ce qui s'était passé jusqu'à ce que Katarina le lui dise enfin. C'était sa maîtresse, Madame Petrenko. Elle avait dit ces mots à Katarina devant ses camarades, des mots destinés à blesser, à humilier, à faire taire. À ce moment-là, quelque chose a changé en Alina. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle allait faire, mais elle savait ceci. Elle ne laisserait pas ce moment définir Katarina, et elle ne laisserait pas cette femme s'en tirer sans conséquence. Il ne s'agissait pas seulement du commentaire cruel d'une enseignante. Il s'agissait de ce que cela signifiait lorsque les adultes oubliaient le pouvoir qu'ils avaient sur l'esprit d'un enfant. Il s'agissait de ce qui se passait quand quelqu'un essayait d'écrire votre valeur avec la voix de quelqu'un d'autre. Et Alina n'allait pas laisser passer ça. Après que Katarina lui ait raconté ce qui s'était passé, Alina s'est assise à côté d'elle dans un silence stupéfait. Elle a gardé son bras autour de sa fille pendant que Katarina parlait, tirant doucement l'histoire morceau par morceau. Katarina lui a parlé de la salle de classe, de son excitation au début, de sa nervosité en se tenant devant tout le monde. Elle avait répété ses répliques tant de fois qu'elle pouvait les réciter à l'envers, mais quand ce fut enfin son tour, quelque chose en elle se figea. Sa gorge se serra et son esprit se vida. Elle essaya de surmonter cela. Elle chercha du réconfort dans le regard de sa maîtresse. Au lieu de cela, elle vit l'expression qui la entrait plus tard dans la nuit, une déception mêlée de dégoût. Selon Katarina, Madame Petrenko soupira, secoua la tête et dit, assez clairement pour que d'autres entendent, « Tu es comme ta mère, une moins que rien. » Le mot personne s'est installé dans la poitrine d'Alina comme une pierre. Ce n'était pas seulement l'insulte. C'était à qui l'enseignante l'avait dit et comment.
Katarina avait été humiliée alors qu'elle se tenait seule devant ses pairs, et non par un autre élève, mais par l'adulte dans la pièce, celui qui était censé l'encourager, la soutenir, la protéger. Alina a demandé à Katarina ce qui s'était passé ensuite. Elle a dit que quelques enfants avaient ricané. Une fille a essayé de mimer ça va. Mais Katarina n'a pas répondu. Elle a fini ses répliques d'une voix tremblante, s'est assise et est restée silencieuse pour le reste de la journée. Elle n'en a parlé à personne. Elle avait honte. C'est ce qui faisait le plus mal, qu'une fillette de 9 ans porte ce genre de honte, ne sachant même pas quoi en faire, supposant simplement que peut-être la maîtresse avait raison. Peut-être qu'elle était comme sa mère. Peut-être que c'était une mauvaise chose. Alina a couché Katarina tôt ce soir-là. Elle l'a laissée dormir dans sa chambre, ce que Katarina n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Elle serrait sa tortue en peluche et a demandé si elle avait tout gâché. Alina lui a dit la vérité. Elle n'avait rien fait de mal, et la seule qui devait avoir honte était sa maîtresse. Après que Katarina se soit endormie, Alina est restée assise sur le bord du lit pendant un long moment. Elle voulait crier. Elle voulait prendre d'assaut l'école et exiger des réponses. Mais elle savait que la colère ne réglerait pas ça. La rage ne protégerait pas sa fille. Elle devait faire cela de la bonne manière, de la manière durable. Alors Alina s'est levée, a attrapé son ordinateur portable et a commencé à travailler. Elle a consulté le site web de l'école primaire Willard. Elle a trouvé leur code de conduite, leur annuaire du personnel, leur formulaire d'évaluation des enseignants. Elle a pris des notes. Elle a recherché la politique du Conseil de l'éducation de l'État de l'Oregon sur l'inconduite des enseignants et la violence verbale. Elle a examiné les cas récents et les plaintes dans les systèmes scolaires publics. Elle savait comment s'y prendre. Elle avait travaillé dans la recherche juridique pendant près d'une décennie. Si quelqu'un pouvait monter un dossier, c'était bien elle. Mais Alina ne voulait pas se venger. Elle voulait que des comptes soient rendus. Plus elle lisait, plus elle se sentait dégoûtée. Elle a découvert que Madame Petronko enseignait depuis plus de 15 ans, avait des évaluations de performance élogieuses et était souvent louée pour sa discipline et sa structure. Mais aucune de ces évaluations ne provenait de parents. Aucune n'était basée sur la façon dont elle traitait les enfants qui avaient des difficultés, qui se figeaient ou qui ne correspondaient pas au moule. Alina a décidé de contacter une autre mère, Nadia Marchenko. Son fils, Maxime, était dans la classe de Katerina. Alina lui a demandé s'il avait dit quelque chose à propos de l'événement. Nadia hésita, puis a admis que Maxime avait mentionné quelque chose de bizarre à propos de ce que la maîtresse avait dit à Katerina. Nadia a laissé Alina parler à Maxime sur haut-parleur. Il a répété presque mot pour mot. « Tu es comme ta mère, une moins que rien ». Les mains d'Alina tremblaient au moment où elle a raccroché. Ce n'était plus seulement l'histoire de sa fille. Il y avait un témoin, un compte-rendu réel. Elle a demandé à Nadia la permission de documenter la conversation et lui a dit exactement ce qu'elle prévoyait de faire. Nadia a accepté. Elle a dit à Alina que son fils se sentait mal à l'aise avec cette enseignante depuis un certain temps. Alina a ouvert un dossier sur son bureau intitulé « Affaires scolaires Katerina ». Elle a tout sauvegardé, capture d'écran, déclaration, documents de politique du district. Elle a contacté une de ses amies, Tatiana, qui travaillait dans un petit cabinet d'avocats en ville. Tatiana a proposé de l'aider à rédiger une plainte formelle et à inclure une lettre juridique à l'école. Cette nuit-là, Alina a tout imprimé. Elle a lu chaque ligne 2 fois. Elle n'arrêtait pas de penser au regard de Katerina quand elle avait prononcé ces mots, à la façon dont sa voix s'était brisée. Elle n'allait pas laisser cela être le premier vrai souvenir de sa fille, se tenant devant des gens. Le lendemain matin, Alina s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle a préparé ses vêtements, a brossé les cheveux de Katerina et lui a embrassé le front. Elle lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle croyait en elle plus que tout au monde. Puis elle a mis un simple dossier dans son sac et est sortie. Le bâtiment de l'école semblait ordinaire ce matin-là. Les enfants entraient avec des sacs à dos surdimensionnés et des visages endormis. Les parents discutaient en petits groupes près de l'entrée, et les membres du personnel se saluaient comme si c'était un mardi comme les autres. Mais pour Alina, cette marche à travers les portes d'entrée était délibérée. Chaque pas qu'elle faisait était contrôlé, chaque respiration régulière. Elle n'allait pas crier. Elle n'allait pas s'effondrer. Elle avait quelque chose de mieux que l'indignation. Elle avait des preuves, la vérité et la dignité de sa fille à protéger. Quand Alina a accompagné Katerina à sa salle de classe, elle s'est agenouillée à côté d'elle et a lissé le pli de sa manche. Katerina ne souriait pas comme d'habitude. Ses yeux portaient encore ce poids de la veille.
Alina l'embrassa sur le dessus de la tête et lui murmura. « Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Je te le promets. » Katharina hocha lentement la tête et entra dans la pièce sans un mot. Alina se retourna et se dirigea directement vers le bureau. La secrétaire, une femme nommée Yulia qui avait toujours été polie d'une manière distante, leva les yeux de son ordinateur. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « J'aimerais parler avec le directeur Kovalenko, » répondit Alina. « J'ai quelque chose qui doit être traité immédiatement. » Yulia cligna des yeux, puis hocha la tête et décrocha le téléphone. En quelques minutes, Alina était assise dans la petite salle de conférence juste à côté du couloir principal. Les murs étaient tapissés de projets artistiques d'élèves et de photos d'anciennes journées sportives. Cela ressemblait à n'importe quelle autre salle de classe, mais le dossier dans les mains d'Alina donnait à l'espace un nouveau poids. Le directeur Kovalenko est entré le premier. Il avait une cinquantaine d'années, un homme au visage pâle qui parlait toujours comme s'il essayait de ne faire peur à personne. Alina s'est levée et lui a serré la main. « Mademoiselle Kalina, a-t-il dit. De quoi s'agit-il » Avant qu'Alina ne puisse répondre, Mademoiselle Petronko est entrée dans la pièce. Elle semblait complètement imperturbable. Elle adressa à Alina un sourire crispé, comme si elles allaient discuter d'un problème d'horaire mineur. Alina s'est assise sans la saluer. Le directeur s'est éclairci la gorge. « Alors, vous avez mentionné que c'était urgent. Que se passe-t-il » Alina prit une profonde inspiration, ouvrit son sac et sortit le dossier en manille. Elle le posa sur la table devant eux et le fit glisser sur la surface polie vers le directeur Kovalenko. « Ceci vient de mon avocat, » dit-elle calmement. La page 3 est la transcription d'un enregistrement d'une conversation entre deux élèves. L'une d'elles est ma fille. L'autre est une camarade de classe qui confirme que lors de l'événement d'hier, Mademoiselle Petronko a proféré une insulte personnelle à mon sujet, à mon enfant devant ses pairs. Aucun des deux n'a bougé. La page 4 est une copie du code de conduite de votre propre district. La section 2, article 7, décrit le comportement professionnel et la sécurité émotionnelle. Le comportement en question viole 3 clauses distinctes. Toujours rien. La page 5 est un projet formel de demande de licenciement. Il comprend les preuves, un résumé des déclarations des témoins et les noms de ceux qui sont prêts à confirmer ce qui a été dit. Nous le transmettrons au bureau du district si je ne reçois pas une réponse immédiate et appropriée. Le silence était complet. Le directeur finit par prendre le dossier, l'ouvrit et commença à lire. Mademoiselle Petrenko, une fois sous Cape. Est-ce vraiment nécessaire? C'était un lapsus. J'essayais de détourner son attention. Alina la regarda directement. Vous avez humilié ma fille devant ses camarades de classe. Vous l'avez traitée de personne en m'appelant ainsi. Elle n'avait pas besoin d'être redirigée. Elle avait besoin de soutien. Je ne l'ai pas dit comme ça, a protesté Mademoiselle Petronko. Alina n'a pas élevé la voix. Elle ne s'est pas penchée en avant. Elle a simplement gardé son regard fixe. Vous l'avez dit, et un enfant l'a entendu assez clairement pour le répéter mot pour mot. Vous n'avez pas le droit de le minimiser maintenant. Le principal Kovalenko avait l'air visiblement secoué. Ses mains étaient croisées sur le dossier, ses lèvres pincées. Il a finalement dit « Merci, mademoiselle Kalina. Nous allons examiner cela immédiatement et contacter l'équipe juridique du district. Je veux que vous sachiez que nous prenons ce genre de questions au sérieux. » Alina hocha la tête une fois et se leva. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, elle regarda mademoiselle Petronko une dernière fois. « Vous avez dit à ma fille que je n'étais personne. Vous avez essayé d'utiliser votre autorité pour lui faire honte. Cela a peut-être marché avec d'autres enfants, mais pas avec la mienne. Vous avez choisi le mauvais enfant. Vous avez choisi la mauvaise mère. » Puis elle est partie. Alors qu'Alina traversait les couloirs, les élèves riaient, les quasi. ERS claquaient et levant leurs portes. Cela ressemblait à n'importe quel autre jour d'école. Mais pour elle, tout avait changé parce qu'elle avait cessé d'attendre que le monde fasse ce qui était juste. Elle l'avait fait elle-même. Alina n'a pas dit un mot en quittant la salle de conférence. Elle n'en avait pas besoin. La vérité était maintenant écrite noir sur blanc sur la table, devant eux. Laissez-les la lire. Laissez-les y réfléchir. Laissez-les réaliser ce que cela signifie quand une mère cesse de demander justice et commence à l'exiger. Ce soir-là, Alina a reçu un appel du bureau du surintendant adjoint. Ils avaient reçu sa documentation et allaient mener une enquête interne immédiate.
Elle savait ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'elle avait leur attention. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas enterrer cette affaire. Le lendemain matin, Katharina s'est réveillée plus joyeuse que ce à quoi Alina s'attendait. Elle a demandé si elle pouvait emporter ses fournitures d'art à l'école pour travailler sur une affiche pendant la récréation. Alina a dit oui. Elle a regardé sa fille ranger ses feutres dans sa trousse et ajuster les bretelles de son sac à dos. Il y avait de nouveau une force tranquille en elle. Elle n'était pas complètement restaurée, mais elle revenait. Plus tard dans la journée, Alina a reçu un autre appel. Cette fois, du directeur Kovalenko. Sa voix était moins polie que d'habitude. Il y avait de l'hésitation dans chaque mot. « Madame Kalina, dit-il, je voulais vous informer que Madame Petrenko a été placée en congé administratif en attendant l'enquête. Elle ne retournera pas en classe pendant ce processus. » Alina laissa le silence planer un instant avant de répondre. « Merci de m'avoir prévenu. » Il a commencé à offrir une explication, mais elle l'a arrêté. « Monsieur Kovalenko, je ne suis pas intéressé par les excuses. Je suis intéressé par les résultats. Si vous voulez rétablir la confiance avec les familles, vous pouvez commencer par tenir les gens responsables. » Il a fait une pause, puis a simplement dit « compris ». À la fin de la semaine, un enseignant remplaçant avait pris la classe de Katharina, un homme gentil nommé M. Dimitro. Il s'est présenté aux élèves avec un sourire chaleureux et la promesse que tout le monde aurait un nouveau départ. Quand Katharina est rentrée ce vendredi-là, elle a dit à Alina que Dimitro avait demandé à chaque élève ce qu'il aimait faire en dehors de l'école. Katharina lui a dit qu'elle aimait dessiner. Il lui a demandé si elle serait prête à aider à décorer le tableau d'affichage de la classe. Cette nuit-là, Katharina est rentrée à la maison rayonnante. Elle a montré à Alina les croquis qu'elle avait faits. Il y avait des étoiles, des animaux et une citation de Maya Angelou qu'elle a écrite en grosses lettres violettes. « Still I rise ». La poitrine d'Alina se serra en le lisant. Katharina n'avait pas abandonné son projet. Elle ne s'était pas abandonnée elle-même. Une semaine plus tard, Alina a reçu une lettre finale du district scolaire. Ils avaient terminé leur examen. L'audio et la transcription, ainsi que les déclarations de témoins corroborantes, étaient suffisants pour justifier une mesure disciplinaire. Le contrat de Madame Petrenko ne serait pas renouvelé. Son emploi était officiellement terminé. La lettre était rédigée en langage juridique, mais Alina savait ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'il n'avait aucune marge de manœuvre pour la défendre. Cela signifiait que la vérité avait du poids. Alina n'a pas célébré. Elle n'a pas publié à ce sujet en ligne ni ne l'a dit aux autres parents à la sortie de l'école. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de victoire. Il s'agissait de montrer à sa fille ce que cela signifiait de se défendre sans crier, de se battre sans violence, de se comporter avec dignité même lorsque les autres essayaient de vous en priver. Plus tard ce mois-là, elles étaient assises à la table de la cuisine après le dîner. Katharina coloriait, sa langue sortant légèrement alors qu'elle se concentrait pour ne pas dépasser les lignes. De nulle part, elle a dit « Maman, je crois qu'elle avait tort. » « À propos de quoi ?» demanda Alina. « À propos du fait que tu n'es personne. Je pense que tu es la plus grande personne que j'ai jamais connue. » Alina n'a pas pu répondre tout de suite. Elle a juste tendu la main sur la table et a pris celle de sa fille. Ce moment n'a pas effacé ce qui s'était passé, mais il lui a donné un sens. Cela a rappelé à Alina pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Pas pour les adultes de cette école, pas pour l'administration ou les politiques. Elle l'a fait pour la petite fille en robe noire avec la citation de Maya Angelou dans les mains, debout, nerveuse, devant une salle pleine de gens, espérant que quelqu'un la verrait. Et elle l'a fait parce que quelqu'un a essayé de faire sentir sa fille petite, mais Katharina n'était pas petite, et Alina non plus. La vie a repris son cours, mais quelque chose à l'intérieur d'Alina avait changé. L'année scolaire a continué, les routines ont repris et l'incident s'est lentement estompé des conversations. Mais pour Alina et Katharina, les choses ne sont pas revenues à ce qu'elles étaient. Elles sont devenues quelque chose de mieux. La confiance de Katharina a commencé à se reconstruire petit à petit. Son nouvel enseignant, M. Dimitro, était patient et attentionné. Il encourageait la créativité, demandait l'avis des élèves et s'assurait que tout le monde dans la classe se sent entendu. C'était un contraste saisissant avec ce qu'elle avait connu auparavant. Il n'a jamais mentionné l'incident. Il n'en avait pas besoin. Il lui a simplement montré ce que signifiait se sentir en sécurité. Un après-midi, Katharina a ramené un prospectus de l'école. C'était pour une soirée de conte.
Parents et élèves pouvaient lire à tour de rôle à voix haute, partageant quelque chose de personnel ou de significatif. Quand elle a tendu à Alina, Alina s'attendait à ce qu'elle lui demande si elle voulait y aller. Au lieu de cela, Katharina a demandé s'ils pouvaient lire quelque chose ensemble. Alina était stupéfaite. « Tu veux que nous lisions toutes les deux » a-t-elle demandé. Katharina hocha la tête. « Pouvons-nous lire Maya Angelou » Alors elles l'ont fait. Le jeudi soir suivant, Alina se tenait à côté de sa fille, devant une petite foule de chaises pliantes et de parents encourageants. Elles ont lu à tour de rôle des strophes de Still Rise. La voix de Katharina était stable. Elle levait souvent les yeux du papier, balayant la pièce du regard comme si elle n'avait pas peur. Et quand elles ont fini, les applaudissements ont semblé réels, ni bruyants ni forcés, mais significatifs. Quelques personnes se sont même levées. Après, l'un des camarades de classe de Katharina est venu et a dit « C'était trop cool ». Katharina a souri sans hésitation. Elle n'a pas cherché l'approbation d'Alina. Elle l'avait déjà en elle-même. Ce moment a semblé être une clôture, non pas parce qu'il effaçait ce qui s'était passé, mais parce qu'il montrait le chemin qu'elle avait parcouru, le chemin qu'elles avaient parcouru. Alina a beaucoup pensé à ce que Madame Petronko avait dit, au mot qu'elle avait utilisé si nonchalamment, personne. Un mot destiné à rabaisser, à réduire, à rendre invisible. Alina pensait autrefois qu'être silencieuse ou modeste permettait aux gens de la sous-estimer, mais maintenant elle connaissait la vérité. La force ne consistait pas à être bruyant. Elle consistait à être ancré. Il s'agissait de savoir qui vous étiez même lorsque les autres essayaient de vous redéfinir. Alina a également réalisé que Katharina n'apprenait pas seulement à être courageuse. Elle apprenait à être observatrice. Elle avait vu comment sa mère avait géré la situation, et elle avait prêté attention, non pas aux documents ou aux démarches juridiques, mais à la posture qu'Alina gardait, à la façon dont elle refusait de répondre à la cruauté par la cruauté. Alina lui a appris que se défendre ne nécessitait pas de la rage, juste de la résolution. Une nuit, alors qu'elle se préparait à aller au lit, Katharina a demandé « Tu penses qu'elle savait qu'elle me faisait du mal ?» Alina a fait une pause. Je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais je sais qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu te relèves. Katharina est restée silencieuse un moment. Tu m'as aidé à le faire. Alina a souri. C'est mon travail. Quelques semaines plus tard, l'école a invité Alina à prendre la parole lors d'une table ronde de parents sur la communication dans les relations enseignants-parents. Elle a failli dire non. Elle n'était pas intéressée à être un exemple symbolique ou une histoire édifiante. Mais Katharina l'a encouragée. Tu es douée pour dire la vérité sans être méchante, a-t-elle dit. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ça. Alors Alina y est allée. Elle a raconté leur histoire. Elle a parlé du pouvoir des mots des enseignants. Elle leur a rappelé que l'estime de soi d'un enfant pouvait être ébranlée par une seule phrase. Et elle a dit ce qui devait être dit, que protéger les élèves signifiait protéger leur dignité. Quand Alina a quitté la pièce, quelques parents l'ont arrêtée pour la remercier. L'un d'eux, un père de 2 enfants scolarisés dans le district, a dit « J'ai déjà ressenti cette impuissance. Vous m'avez fait me sentir moins seul. » Cela l'a marqué car, en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agissait vraiment. Pas seulement défendre sa fille, mais refuser de laisser un enfant se sentir invisible, refuser de laisser un parent se sentir comme s'il n'avait pas d'importance, refuser de laisser les personnes en position de pouvoir parler sans conséquence. Katharina n'était personne, et Alina non plus. C'étaient des gens qui s'élevaient, et ils le feraient toujours. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.